Salut à toutes et à tous, donc si vous voulez savoir ce qui va se passer sur cette chaîne en juillet et en août, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, je vais pouvoir en parler un petit peu plus en détail. Aujourd'hui, on va parler de science pour essayer de mieux comprendre ce que c'est et à quoi ça peut nous être utile. Le mot science est utilisé pour décrire bien trop de concepts similaires. Un amalgame est donc vite fait et je pense que c'est à l'origine de beaucoup de malentendus pendant certaines conversations. Par exemple, le mot science est souvent synonyme de savoir ou connaissance dans un sens assez large du terme. La science peut aussi représenter l'ensemble des disciplines scientifiques. La logique, les maths, la physique, la bio, l'astronomie sont des exemples de sciences formelles et un peu plus anciennes. Et puis tu as les sciences humaines qui peuvent être psychologie, sociologie, économie, qui sont généralement des sciences un petit peu plus récentes et qui peuvent encore faire débat quant à la validité de certaines de leurs méthodologies. On peut aussi utiliser le mot science pour parler de la communauté scientifique, c'est-à-dire l'ensemble des gens travaillant sur un certain problème en utilisant une méthodologie scientifique. Et finalement, on utilise aussi le mot science pour parler de la méthode scientifique, et c'est surtout de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Pour cette vidéo, je vais avoir besoin de l'aide de l'un des meilleurs vulgarisateurs scientifiques de son temps, Richard Feynman. T'es chaud pour cette collab, Richard? Non. Pour parler de science dans cette vidéo, nous allons remonter quelques années après Copernic. À cette époque, le fait que la Terre tourne autour du Soleil n'était pas une notion aussi acceptée qu'elle l'est aujourd'hui. Le débat battait encore son plein dans la communauté de penseurs de l'époque. En gros, tout le monde avait sa petite idée sur la chose et ça a fini par saouler Tycho Brahe. Tycho, qui était lui passionné par l'observation des astres, en a eu marre d'entendre toutes ces conneries comme quoi la Terre tournait autour du Soleil et tout, et il a eu une idée. Il s'est dit, et si j'observais les astres, que je notais leur position dans le ciel nuit après nuit, est-ce que par hasard, ça nous permettrait pas peut-être de pouvoir éventuellement faire la différence entre une théorie et une autre? This is the key of modern science and is the beginning of the true understanding of nature. This idea that to look at the thing, to record the details, and to hope that in the information thus obtained may lie a clue to one or another of a possible theoretical interpretation. Tycho se mit donc au boulot et ça tombait bien parce qu'il venait de recevoir une bourse du roi du Danemark pour ses recherches. Il se construit donc un observatoire pour relever et noter la position des astres dans le ciel, nuit après nuit après nuit. Toutes ces données finirent dans les mains de Kepler qui devait les analyser et qui écrivit de façon mathématique le mouvement des planètes. Grâce au travail colossal de relevé de données par Tycho et à un travail colossal d'analyse, Kepler put tirer 3 lois de ces données. Les 3 lois donnaient la possibilité de prédire la position des astres dans le ciel pour n'importe quel jour donné, des dizaines voire des centaines d'années en avance. Ces lois décrivaient le mouvement des planètes dans le ciel mais suggéraient que ce mouvement avait pour centre le Soleil au lieu de la Terre. Les données relevées par Tycho ont donc permis de prouver que sa propre théorie était fausse. Mais tout aussi révolutionnaire que vous pouvez penser que cette découverte était, au final, ça n'a pas vraiment bouleversé les croyances de l'époque. Incidentally, at the time of Kepler, the problem of what drove the planets around the sun was answered by some people by saying that there were angels behind here beating their wings and pushing the planet along around orbit. As we'll see that answer is not very far from the truth. The only difference is that the angels sit in a different direction and where wings go in. Cette histoire n'est pas encore finie mais l'intro devient longue. Aujourd'hui nous allons donc discuter de la science pour mieux comprendre comment elle marche et comment l'utiliser. Donc jette tes profs en l'air parce qu'aujourd'hui nous allons découvrir le top 5 des choses à savoir sur la science. Numéro 5, qu'est-ce que la méthode scientifique ? Comme nous avons pu le voir dans l'intro, la méthode scientifique n'est pas la communauté scientifique, ce n'est pas non plus l'ensemble des disciplines scientifiques et ce n'est pas non plus le savoir lui-même. C'est une façon d'acquérir le savoir. Cette méthode peut changer selon le sujet étudié mais se divise en 4 éléments essentiels. Premièrement, la caractérisation, c'est le fait d'observer le phénomène et de le définir précisément de façon à pouvoir le mesurer. Pour Tycho, le phénomène étudié était le mouvement des astres dans le ciel, la méthode était donc de noter leur position toutes les nuits par rapport à nous et par rapport aux autres astres. Deuxièmement, il vous faut une hypothèse, c'est-à-dire que vous allez regarder vos données et vous dire « bon, si les choses se passent comme ça, c'est sûrement qu'elles sont organisées de cette façon ». Donc c'est plus une suggestion sur ce que vous pensez être la solution la plus logique pour vous, mais il n'y a vraiment aucune base bien solide. Depuis Karl Popper au début du XXe siècle, votre théorie doit aussi être réfutable. Si elle n'est pas réfutable, elle ne peut plus être considérée comme scientifique, étant donné qu'on ne peut pas prouver qu'elle est fausse.
Pour ceux qui se rappellent de l'église de jeudi dernier, ils pensent que le monde a été créé en l'état jeudi dernier. Cette théorie n'est donc pas réfutable parce qu'aucune observation et aucune mesure ne pourrait prouver qu'elle est fausse. La méthode scientifique est donc inutile pour essayer de savoir si cette théorie est probable ou pas. Troisièmement, il faut trouver les conséquences logiques de votre hypothèse. C'est-à-dire qu'en partant de votre hypothèse, il faut pouvoir en déduire des conclusions logiques. Une prédiction scientifique peut être simple, l'eau va bouillir à 100 degrés, l'aspirine est une molécule qui peut lutter contre les maux de tête, ou dans 2 semaines, les astres seront dans cette position précise. Et finalement, il faut faire une expérience pour vous assurer que les conclusions logiques de votre hypothèse correspondent bien aux résultats de votre expérience. Donc on peut faire chauffer de l'eau en mesurant sa température pour s'assurer qu'elle bout bien à 100 degrés. Ensuite, pour vérifier l'efficacité de l'aspirine, on peut faire des tests en double aveugle. Et puis dans le cas de Tycho, il suffisait simplement de relever la position des astres en les comparant à nous et à d'autres astres. If it disagrees with experiment, it's wrong. And that simple statement is the key to science. It doesn't make a difference how beautiful your guess is, it doesn't make a difference how smart you are who made the guess, or what his name is. If it disagrees with experiment, it's wrong. That's all there is to it. Pour en revenir aux découvertes de Kepler grâce à Tycho, ses prédictions concordaient bien avec toutes les observations. Grâce à ses calculs, Kepler pouvait prédire la position des planètes avec une précision inégalée jusqu'à là. Ces calculs étaient donc considérés vrais parce qu'ils correspondaient à une réalité observable. Et quelques années plus tard, un petit gars du nom de Newton se pointe avec une nouvelle théorie sous le bras qu'il appelle la loi universelle de la gravitation. Le mec, il avait fait plein de petites expériences avec la lumière et tout machin pour essayer de comprendre un petit peu plus le mouvement des corps dans l'espace. De plus, après vérification, on put découvrir que la théorie de Newton restait en accord avec les 3 lois de Kepler et a même fait quelques corrections par rapport au mouvement des astres qui ont pu être vérifiées par observation. La loi de la gravitation de Newton pouvait donc allier la Terre et les cieux. Newton était officiellement un putain de beau gosse qui venait de trouver une force universelle. Numéro 4, est-ce que la science a réponse à tout ? La méthode scientifique s'appliquait parfaitement à Tycho, Kepler et Newton pour plusieurs raisons. Mais est-ce que la méthode scientifique peut être appliquée à toutes les questions ? La science a un tel poids aujourd'hui qu'on peut penser qu'elle peut répondre à toutes sortes de questions. Mais la vérité, c'est que beaucoup de questions ne se qualifient pas pour être soumises à la méthode scientifique. Par exemple, disons que mon ami me dit qu'il a un dragon dans sa cave. Pour le vérifier, on pourrait descendre à la cave pour observer le dragon, mais si je ne le vois pas et que je le souligne à mon ami, il pourrait me dire que c'est parce que le dragon est en fait invisible. Je pourrais alors proposer de vérifier son existence en mesurant la chaleur que dégage son souffle, mais mon ami pourrait me dire que c'est un dragon qui ne dégage pas de chaleur. Pourquoi ne pas le mesurer en le pesant alors ? Ben non, il vole à 2 cm au-dessus du sol. Bon, on pourrait mesurer les mouvements de l'air créés par ses déplacements. Ben non, le dragon est intangible et l'air lui passe au travers. Donc vous pouvez voir qu'il n'est pas possible de prouver scientifiquement quelque chose qui n'existe pas ou qui est simplement pas bien défini. Mais attention, ce n'est pas parce qu'une hypothèse n'est pas scientifique qu'elle est forcément fausse. Ça veut simplement dire que la science ne peut pas vous aider à déterminer si elle est vraie ou fausse. Ce n'est pas parce que l'existence du dieu de la forêt n'est pas une question scientifique que le dieu de la forêt n'existe pas du tout. On sait juste pas quoi. Et c'est justement pour ça que c'est à la personne qui croit en quelque chose de pouvoir apporter les preuves pour soutenir sa théorie. Et ça c'est bien sûr s'il essaye de convaincre d'autres personnes. Il est clair que si je décide de croire en Abraxas et que je me fous d'être le seul ou pas, je n'ai absolument aucune preuve à fournir à qui que ce soit. Ceci dit, imaginons que quelqu'un se présente à vous en disant qu'il est télépathe et qu'il peut transmettre des idées à son cousin quand il le souhaite. La question est observable, mesurable et réfutable. Donc pour tester l'histoire, on pourrait mettre les 2 cousins dans des pièces différentes et leur demander de faire passer des mots qu'on aura choisis au hasard par télépathie. S'ils y arrivent, alors la théorie de la télépathie tient encore la route, mais toutes les autres possibilités n'ont pas encore été écartées. On peut refaire le même test en s'assurant qu'ils n'ont aucun microphone ou autre outil de communication dissimulé. On pourra alors être donc sûr qu'ils ne se transmettent pas leurs pensées grâce à des outils et donc écarter cette hypothèse. Les hypothèses sont donc de plus en plus raffinées et le problème est compris de mieux en mieux. Une fois que le chercheur pense comprendre ce qu'il se passe grâce à toutes ces hypothèses prouvées vraies ou fausses, il pourra former sa théorie. Maintenant, disons que sa théorie correspond parfaitement aux résultats de toutes ces expériences. Est-ce que sa théorie est prouvée ? Ben non, ce n'est qu'une explication probable du phénomène. Suppose that you invent a good guess, calculate the consequences, and discover that every consequence that you calculate agrees with experiment. Your theory is then right? No, it is simply not proved wrong. Because in the future, there could be a wider range of experiments, you can compute a wider range of consequences, and you may discover then that the thing is wrong. Et alors là, je suis sûr de ce que vous allez me dire mais Manu,
si même une hypothèse qui peut être vérifiée par des observations n'est pas prouvée, alors absolument rien ne peut être prouvé. Bonne question. Numéro 3, est-ce que la méthode scientifique peut prouver quelque chose? Newton est resté un beau gosse pendant plus de 200 ans quand les problèmes avec l'orbite de Mercure deviennent trop gros pour être ignorés. C'est-à-dire que plus le temps passait, plus il devenait évident que les observations ne correspondaient plus à l'orbite de Mercure. That's why laws like Newton's laws for the motion of planets last such a long time. He guessed the law of gravitation, calculated all the kinds of consequences for the solar system and so on, compared them to experiment, and it took several hundred years before the slight error of the motion of Mercury was developed. During all that time, the theory had been failed to be proved wrong and could be taken to be temporarily right, but it can never be proved right because tomorrow's experiment may succeed in proving what you thought was right wrong. So we never are right, we can only be sure we're wrong. Donc beaucoup de gens ont essayé d'expliquer le phénomène de façon différente, proposant des théories seulement pour Mercure, mais bon, la théorie de Newton était tellement parfaite qu'il était difficile de modifier ou d'ajouter quoi que ce soit sans avoir à revoir l'ensemble de la théorie. La méthode scientifique n'est donc pas là pour prouver quoi que ce soit, elle nous permet simplement de pouvoir faire la différence entre des théories plus ou moins probables. Et oui, parce que d'un point de vue des sciences empiriques, il n'existe que deux sortes de théories. Les théories qui ont été prouvées fausses, et les théories qui n'ont pas encore été prouvées fausses. Et oui, il ne faut pas oublier que les lois de la physique et les lois de la nature sont deux choses différentes. Les lois de la physique ont été écrites par des êtres humains et ne sont pas forcément des propriétés inhérentes de la nature. Aucune de ces théories n'est forcément définitive. Numéro 2, à quoi sert la science si elle ne nous permet pas de trouver des vérités absolues sur le monde? La science nous permet d'étudier des idées, des modèles du monde en les confrontant à l'observation du monde réel. Elle nous permet simplement de pouvoir faire la différence entre des théories plus ou moins probables. Mais le fait qu'une théorie soit possible, même si elle a été confirmée par des expériences, ne veut pas forcément dire qu'elle est vraie. Elle veut simplement dire que pour l'instant, elle n'a pas été prouvée fausse. Ça veut simplement dire que ses prédictions étaient justes jusqu'à maintenant. La science n'est pas une façon d'acquérir des vérités absolues, mais une façon de s'en approcher grâce à des observations et à des déductions logiques. Pour finir mon histoire sur Tycho, Kepler, Newton et la gravité, nous devrons parler d'Einstein. Si la théorie d'Einstein a été adoptée, c'est qu'elle a fait la même chose pour la théorie de Newton que ce que la théorie de Newton a fait pour les lois de Kepler. La théorie de la relativité générale d'Einstein a permis de préciser les calculs de Newton, de régler les problèmes de l'orbite de Mercure et de faire pas mal d'autres prédictions qui ont pu être vérifiées par la suite. Mais ça ne veut pas forcément dire que la théorie de la relativité générale restera forcément le modèle accepté pour toujours. Une théorie a toujours ses limites. Quand Hubble découvrit que l'univers était en expansion, les calculs d'Einstein ne correspondaient plus aux observations pour les objets célestes lointains. On a donc imaginé que quelque chose d'autre existait pour que ces calculs collent aux observations, la matière et l'énergie noire. Aujourd'hui, ce problème crée encore des divisions au sein de la communauté scientifique, et dans ce cas, on doit pouvoir observer ou démontrer l'existence et les propriétés de la matière et de l'énergie noire, qui sont décrits comme des choses invisibles et impalpables, un peu comme le dragon de mon pote. Donc juste un petit mot là-dessus, c'est que ce n'est pas un détail. Normalement, l'énergie et la matière noire sont censés composer 95% de notre univers. Soit on pense que la théorie d'Einstein est incomplète ou erronée. On peut donc voir que même une théorie acceptée et utilisée peut avoir ses limites. Et il ne faut pas non plus oublier que toutes les expériences qui nous ont permis de découvrir ces lois physiques ont été faites soit sur Terre, soit proche de la Terre, et tout ça dans l'espace de seulement quelques centaines d'années. Numéro 1, donc pourquoi utiliser la science ? Donc pourquoi est-ce qu'on fait confiance à la science au final? Je veux dire, si jamais rien n'est prouvé à 100%, si jamais une théorie va en remplacer une autre dans 50 ou 100 ans et va complètement changer notre façon de voir le monde, est-ce que c'est pas une perte de temps tout ça? Eh ben non, la science n'est pas une perte de temps. La science permet aux êtres humains d'acquérir des super pouvoirs en comprenant le fonctionnement de la nature. Aujourd'hui, on peut voler dans les airs, on peut voyager sous la mer en train, on peut partir dans l'espace, on peut discuter avec une personne à l'autre bout du monde instantanément. Bref, la science nous a permis de transcender la condition humaine sur pas mal de points. Le fait qu'une théorie soit universellement vraie ou pas n'a pas vraiment d'importance de notre point de vue, du moment qu'elle nous est utile. Du moment que cette théorie nous permet de faire des prédictions toujours plus précises ou plus facilement que les autres, alors on s'en servira. Nous ne pouvons pas savoir si une théorie est vraie et il y a de grandes chances pour que certaines de nos croyances fondamentales sur le monde extérieur soient tout aussi erronées que les théories de Tycho. Une théorie peut être temporairement considérée comme vraie tant qu'elle nous sert à prédire des phénomènes de façon consistante. Plus cette théorie aura été testée et éprouvée, plus on pourra lui faire confiance.
Et oui, la science, c'est lent, c'est chiant et ça n'intéresse pas forcément tant de monde que ça dans sa forme brute. Mais c'est la meilleure méthode qu'on connaisse pour faire la différence entre quelque chose de très probable et quelque chose de pas probable du tout. If you base medicine on science, you cure people. If you base the design of planes on science, they fly. If you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works, bitches. 6 million ways to die, choose one. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Donc ce que je voulais faire pour juillet et août, c'était un petit peu me détacher de ce format de top pour essayer de faire des formats beaucoup plus libres comme je peux le faire sur Outside the Box. Par contre, je garderai ces vidéos très courtes dans les 5 minutes, j'espère. En tout cas, ça va dépendre un petit peu des sujets que j'essaye d'aborder. Et donc poster des vidéos comme ça cet été. Donc je ne promets pas que je vais poster des vidéos toutes les semaines. Sûrement, ça va être toutes les 2 semaines. Simplement pour pouvoir me prendre un petit peu de vacances moi aussi. Mais en général, je travaille toujours, je suis toujours en train d'écrire ou en tout cas d'organiser mes idées, etc. Donc je risque de poster des vidéos de toute façon. Et donc au final, on va voir un petit peu comment vous allez réagir à ce nouveau format, voir si ça vous plaît ou pas. Et puis peut-être au final, à la rentrée, si le format vous a plu, pouvoir mixer un petit peu entre top et sujets plus libres sur cette chaîne si ça vous intéresse. Donc voilà, vous pouvez vous abonner en cliquant ici, puis ensuite ici, ici et ici pour être sûr d'avoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Je souhaite vraiment remercier tous les tipeurs qui m'ont aidé cette semaine et si vous voulez faire la même chose, vous pourrez trouver un lien vers mon Tipeee dans la description de cette vidéo et vous trouverez aussi toutes les sources et les musiques que j'ai utilisées pour faire cet épisode. Moi je vous dis à dans une semaine ou 2 semaines où je posterai la première partie de ma vidéo sur le temps et ouais, sur la chaîne du top 5.